dénigrer un peu très souvent leurs compétences, se rabaisser en termes de compétences. J'ai des femmes qui ont fait du commerce pendant 10 ans et qui derrière me disaient « mais je suis pas sûre de pouvoir aller vendre mon produit ». J'ai jamais été du genre à me dire « je sais tout faire, je vais le faire, je vais réussir ». J'ai toujours essayé de faire des points sur moi régulièrement. Donc là, j'ai vu que l'entreprise avançait, moi pas, donc je voulais pas être un frein pour mon entreprise. Bonjour, bienvenue dans mon podcast Possible. Je suis Sylvie, multi-entrepreneur, mentor et surtout passionnée par les chemins parfois sinueux de l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans ce microcosme et que j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes. Et si je suis autant passionnée, c'est peut-être parce que entreprendre, c'est pas seulement bâtir un projet, c'est aussi se rencontrer soi. C'est une aventure intérieure autant qu'un défi professionnel. Ce qui m'anime profondément, c'est cette mission, aider les femmes à entreprendre en conscience et en confiance. Ce podcast Possible, c'est mon espace de mentorat à ciel ouvert. Ici, on écoute des parcours vrais, des doutes qu'on connaît trop bien, des prises de risques, des élans, des chutes, des feux qui s'éteignent et d'autres qui renaissent. Je crois que ce sont nos récits qui éclairent le chemin. Et si ce podcast peut rallumer une seule étincelle, alors il aura déjà rempli son rôle. Bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour Sylvie. Bienvenue chez Possible. Eh bien merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Léa, on s'est trouvés sur Facebook. Exactement, tu as mis une publication et je me suis dit pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que tu en attends de ce podcast ? Juste un échange entre deux femmes entrepreneurs. Voilà, je veux juste discuter, rencontrer des personnalités qui entreprennent. Eh bien écoute, c'est parfait parce qu'on est là pour ça. Top, je suis au bon endroit. Génial. Alors Léa, donc tu es la fondatrice de MyJou Party. Exactement. Tu vas nous en parler un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien moi c'est Léa, j'ai 23 ans et puis comme tu as dit, je suis la fondatrice de MyJou Party, qui est une entreprise dans l'animation et l'événementiel pour enfants. Super. Tu as fondé cette entreprise il y a combien de temps ? Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai MyJou Party, à peu près. Avant ça, j'étais déjà auto-entrepreneur, j'avais déjà le statut en tout cas d'auto-entrepreneur parce que je faisais de la prestation de service dans l'animation. Mais MyJou Party, ce concept-là, en tout cas, existe depuis 3 ans et demi. Ok, super. Donc tu as passé le cap des 3 ans, le fameux. Ça y est, c'est passé. Bon, après, j'ai pas toujours été que sur MyJou Party. J'ai eu entre-temps des emplois salariés. Mais là, ça fera 1 an en décembre que je suis à 100% à mon compte et seulement entrepreneur. Ok, d'accord. Bon, alors tu vas nous expliquer justement ce parcours. Pourquoi est-ce que tu as repris un emploi salarié ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre ces décisions-là ? Qu'est-ce qui t'a fait aussi prendre la décision de te consacrer à 100% ? Quelle différence tu as vue quand tu t'es consacré à 100% ? Et ce que je trouvais aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu m'as dit que lorsque tu étais salarié, tu accompagnais des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises principalement, ou des entrepreneurs mais qui étaient un peu en difficulté. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de passer de celui qui accompagne et qui donc, entre guillemets, sait ce qu'il faut faire, ou dit ce qu'il faut faire. Essaye de savoir, ouais, tout à fait. Et quand on passe de l'autre côté de la barrière. C'est clair qu'il y a une grosse différence. Très intéressant. Parce que c'est beaucoup plus facile de conseiller que d'appliquer derrière. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Et la différence est énorme, en fait, dans le quotidien, dans la façon dont on vit. C'est plus facile de dire que de faire, ça c'est sûr. On va le voir après. C'est vrai que ça a fait écho en moi parce que moi aussi j'accompagnais des entrepreneurs sur d'autres sujets, sur le sujet bancaire notamment, puisque j'étais chargée d'affaires en banque. Et donc je me suis vraiment lancée en disant non mais c'est bon, moi je sais faire. Et puis je suis quand même tombée de mon piédestal. Donc on va voir si toi tu as ressenti la même chose quand tu t'es lancée à ton compte. Alors MyJou Party, si je dis pas de bêtises, ça n'a pas commencé par MyJou Party, ça a commencé par autre chose. Tout à fait. Alors MyJou Party, au début, ça s'appelait Animabox et c'était pas le même concept. À l'époque, c'était des box d'animation pour enfants. Donc l'objectif, c'était que les parents commandent leur box et à l'intérieur, tout le nécessaire pour mettre en place l'anniversaire de leurs enfants. Donc la vaisselle, l'animation, la décoration, tout ce qu'il faut. Et c'était un projet scolaire à la base parce que j'étais encore à l'école à ce moment-là. Je faisais un DUT technique de commercialisation.
Donc on avait 5 jours pour créer une entreprise de A à Z. On est parti là-dessus parce que j'étais déjà dans l'animation pour enfants et que ça me parlait bien et que fallait faire une étude de marché, fallait faire un business plan, et en faisant l'étude de marché, on s'est rendu compte que ça n'existait pas vraiment, ou alors que c'était pas appliqué d'une façon vraiment tendance moderne, c'était pas en phase avec le marché et les besoins du marché. Donc on a créé cette entreprise fictive, elle est restée dans ma tête, et puis je me suis dit allez, je vais essayer, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. On va tester, on va aller un petit peu plus loin sur l'étude de marché, sur le business plan. Donc j'ai mis en place Animabox, et au final j'ai juste écouté mon marché, et c'est comme ça que Maiju Party est né, puisque mes clients me demandaient d'intervenir en même temps pour faire l'animation. Donc petit à petit on a un peu laissé tomber les box, et puis ça a été que de la prestation parce que c'est le besoin qui s'est fait sentir, et puis c'était quelque chose qui me plaisait aussi. Et comme tu l'as déjà dit, avec pas mal de femmes qui sont venues ici, il faut aussi écouter ce qui nous plaît et faire ce qu'on aime. Donc j'aimais bien, et c'est comme ça que Maiju Party est né. Et après le nom a évidemment changé, c'est resté Animabox jusqu'en janvier dernier. Et puis comme on faisait plus de box, c'était pas très parlant, il faut quand même que le nom parle un minimum et soit raccord avec l'activité. Donc naturellement le nom a changé en même temps que l'activité a évolué. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que t'as vraiment fait évoluer le concept une fois que t'étais lancé sur le terrain. Donc finalement, ton étude de marché, t'as bien respecté en plus tout ce qu'on dit de faire, étude de marché, business plan, prévisionnel, etc. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui ne le font pas. Toi, t'as vraiment fait les étapes de façon scolaire, puisque ça rentrait dans un cadre scolaire. Et puis finalement, une fois lancé, c'est pas ça qui est ressorti. Donc je trouve ça très 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 parlant de se dire un business plan c'est bien, mais finalement c'est pas forcément la réalité du terrain. Complètement, ça évolue, et ça c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas à l'école, ou même moi quand j'étais formatrice, j'en parlais parce que j'avais mon expérience, mais c'est pas des choses qu'on apprend sur le papier en fait, c'est des choses qui vraiment se déterminent une fois qu'on est sur le terrain. Et j'ai d'ailleurs beaucoup plus appris sur le terrain qu'à l'école, parce que à l'école c'est scolaire, donc il y a des choses, faire un business plan, faire un prévisionnel, c'est théorique, on apprend à le faire, mais après il y a la réalité du terrain, et ça c'est très différent. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu continuer les box et vraiment me dire que ça va marcher, parce que sur le papier ça doit marcher, et je pense que ça marchera un jour. Mais je me suis dit, c'est moins d'investissement de faire de la prestation de service, parce que forcément il n'y a pas de matériel à acheter, et c'était un petit peu mon tremplin. Et aujourd'hui le projet de box revient, puisque maintenant je vais m'associer, donc j'aurai plus de temps pour le mettre en place, parce que les box c'est aussi beaucoup de temps, parce qu'il faut créer tout ça, donc ça demande du temps que j'avais pas, parce que j'ai un petit peu le syndrome, j'appelle ça de la tête dans le guidon. Ouais. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi. C'est vraiment un gros problème que j'ai, et que je suis pas la seule à rencontrer. Donc pas eu le temps pour le moment de mettre en place ces box, mais l'objectif c'est de me dégager du temps sur certaines tâches pour remettre en place ces box, et vraiment avoir une prestation globale où on peut proposer de la prestation de service et du commerce à distance, en B2C en tout cas. Et vraiment un objet à vendre via Internet, parce que ça permet de toucher des cibles plus importantes. D'accord. Voilà. Et alors, donc tu dis que tu vas t'associer, c'est intéressant. Donc là, tu es toute seule. Tout à fait. Tu l'as créée sous quel statut, ton entreprise ? Micro-entreprise. J'aurais jamais conseillé à mes clients de se mettre en micro-entreprise sur cette activité. Très honnêtement, et même maintenant, je leur conseillerais pas, et je leur conseillerais de changer de statut. Moi, si je le fais pas, c'est parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on dit de faire. C'est une question plus de peur pour le moment, parce que une société, ça va demander une comptabilité plus importante. C'est le salaire à se verser. Il y a plus de démarches à faire pour se verser un salaire. Il faut compter les dividendes. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc pour le moment, toujours à cause de soucis de tête dans le guidon, j'ai pas le temps vraiment de me poser sur les comptes pour pouvoir mettre en place cette société. Et puis j'ai peur. Tout simplement. D'accord. Donc pour le moment, c'est toujours en micro-entreprise, c'est loin d'être le plus rentable, et tous les prévisionnels que j'ai pu faire là-dessus me montrent que c'est pas le plus rentable, mais je joue la sécurité, et là on s'est fixé du coup avec ma future associée des objectifs de chiffre d'affaires pour octobre prochain, et une fois que ces objectifs seront accomplis, à ce moment-là, on montera en société à deux. Ok.
Bon, c'est bien parce que tu sais justement pourquoi tu le fais pas. Tu sais qu'il faudrait le faire, mais pourquoi tu le fais pas. Donc déjà, c'est pas mal. Et puis surtout, tu as un objectif où voilà, tu t'es dit, bon, bah, si on atteint cet objectif, on changera de statut. Donc, pas de souci là-dessus. Je m'en fais pas sur le fait que tu prennes la bonne décision. En tout cas, tu as la bonne démarche, je trouve, pour prendre tes décisions. J'essaye, ouais. Les objectifs, ça, c'est quelque chose d'important que je me suis toujours fixé, que j'ai toujours conseillé les personnes que j'accompagnais à se fixer des objectifs. Je m'en fixe tout le temps aussi parce que c'est important d'essayer de voir plus loin. Mais je connais aussi mes failles et ça, c'est important aussi, je pense, de faire une petite introspection sur soi-même. Et je sais que voilà, il y a de la peur, il y a des doutes. Et pour le moment, j'essaye de m'écouter aussi et de me suivre sans trop mettre la pression. Parce que ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup mise. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se mettre la pression aussi. Et au final, c'est parfois ça qui faisait capoter un peu le projet. Donc voilà, j'essaye d'y aller à tâtons, doucement, sans mettre la pression. Et puis surtout, comme moi, je le sens. Ok. Et donc, ton associée, elle te rejoint quand ? Octobre prochain, si les objectifs sont dans un mois, là. Non, octobre 2026. Ah, oui, d'accord. Ok. Dans un an. D'accord. Pourquoi pas avant ? Parce qu'on a calculé, elle a une activité salariée pour le moment à côté. Moi, j'ai pas envie de l'embarquer dans une activité où elle se verserait pas de salaire. Elle a une famille. Moi, j'ai des projets personnels aussi d'achat de maison, etc., qui demandent une certaine sûreté. Et donc, pour le moment, on a calculé combien on avait besoin de chiffre d'affaires à l'année pour qu'on puisse se verser des salaires, que l'activité puisse fonctionner, etc. Donc d'abord, on veut se prouver qu'on peut accomplir ce chiffre d'affaires avant vraiment de monter en société. Donc pour le moment, elle travaille quand même pour moi, mais elle est micro-entreprise et elle fait la prestation de service. Ok, je comprends. Parfait. Donc si on en revient à ce qu'on disait au tout début, quand on a accompagné des créateurs d'entreprise et qu'on devient soi-même créateur d'entreprise, dans quel état d'esprit toi tu étais ? Est-ce que tu te rappelles déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Alors, oui, tu as dit que c'était quand même cette étude de marché, enfin ce cas pratique que tu avais fait pendant tes études, mais comme tu me l'as dit en off, les autres, ils n'ont pas voulu te suivre, parce que vous étiez plusieurs sur ce projet. Totalement. Les autres, ils t'ont dit non, moi c'est bon, ça m'intéresse pas. Toi, qu'est-ce qui a germé, qu'est-ce qui a déclenché cette prise de décision ? Moi, j'ai travaillé assez jeune, j'ai commencé à travailler dès 16 ans pour financer ensuite mes études, vraiment d'un point de vue financier, puis parce que aussi j'aimais bien faire beaucoup de choses, voilà, j'aimais bien évoluer rapidement, en tout cas essayer d'aller vers une évolution rapide de mes compétences, de mes connaissances, de un petit peu tout ça. Donc j'ai travaillé tôt pour plein de types d'entreprises. J'ai fait de l'animation dans le public, dans des colonies de vacances, dans du périscolaire. Et je me suis rendu compte rapidement que j'étais passionnée par l'animation, que j'aimais bien aussi le commerce, que j'aimais bien développer des projets. Et je me suis rendu compte que dans le milieu salarié, notamment dans le public, dans des écoles, etc., ce serait pas possible. Et c'était très loin de mes valeurs, notamment avec les enfants. Il y a plein de façons de faire dans le public qui me plaisent pas du tout avec les enfants. C'est des valeurs auxquelles je suis pas raccord. Donc je me suis dit que de toute façon, si je voulais faire de l'animation, il fallait que j'en fasse autrement. Et comment faire autrement ? C'était le faire moi-même, avec ma propre entreprise. Et le timing, je sais pas si c'était le bon, mais c'est tombé à ce moment-là. L'idée, elle était là maintenant. Moi, je suis un petit peu impulsive sur mes prises de décision. Donc, je me suis dit, je le fais maintenant. Et donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers l'entrepreneuriat assez rapidement. Et après, je suis retournée dans le milieu salarié parce que déjà, je travaillais à côté de l'entreprise, toujours dans le salariat pour une question de finance. Parce qu'une entreprise, il faut la financer. Moi, j'ai été étudiante, avec les moyens pas de l'argent sur un compte caché pour financer mon entreprise, donc il fallait travailler à côté. Ce que j'ai fait, ça m'a permis aussi de monter en compétences. Après, je suis revenue sur le secteur ici, sur la région bordelaise, parce que j'étais dans le Pays Basque à ce moment-là. Donc je suis revenue parce que le Pays Basque, c'est un milieu qui est assez fermé quand même, où ça marche beaucoup par réseau. Moi, j'avais pas de réseau aussi, là-bas. Oui, mais j'ai du réseau à Bordeaux. Ah, d'accord. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais revenir. C'était aussi plus simple parce que je revenais chez mes parents, donc j'avais moins de frais financiers, j'avais pas de loyer à payer, etc.
plus facile pour se lancer. Et après, j'ai travaillé donc salarié, je me suis remise à mon compte à 100%. L'entreprise a évolué et donc moi pas. Je n'avançais pas, j'arrivais pas. L'entreprise avançait plus vite que moi, il manquait des compétences, il manquait de connaissances. Est-ce que tu as identifié ce qui te manquait? De l'expérience. Ouais. Franchement, c'était voilà, j'ai pas été j'ai fait que bac+2, j'ai pas été au bout, j'ai pas continué. Et puis t'étais toute jeune parce que si je calcule bien, t'avais 20 ans quand t'as lancé. C'est ça, j'avais à peine 20 ans, j'avais 19 ans, pas encore 20 ans. Donc toute jeune, donc pas du tout assez d'expérience. Et ça, j'ai essayé de pas mettre trop d'œillères aussi. J'ai jamais été du genre à me dire je sais tout faire, je vais le faire, je vais réussir. J'ai toujours essayé de faire des points sur moi régulièrement. Donc là, j'ai vu que l'entreprise avançait, moi pas. Donc je voulais pas être un frein pour mon entreprise. Donc je me suis dit, il faut monter en compétences. Comment on fait? Soit je reprends des études, ce que j'avais pas forcément envie parce que les études, ça m'a pas apporté autant que le terrain. Soit je trouve un emploi salarié qui me permet d'évoluer, monter en compétences pour ensuite revenir à 100% sur l'entrepreneuriat. Et donc c'est comme ça que je suis devenue conseillère dans l'entrepreneuriat. Un petit peu le parcours. Ok. Je sais pas si c'est un hasard, mais toutes les femmes que j'ai reçues jusqu'à présent, alors peut-être que au fur et à mesure, moi aussi des podcasts que je vais faire, je vais me rendre compte que finalement, il y a toujours un espèce de fil conducteur quand on entreprend, parce que tu vois, on n'est pas du tout de la même génération. T'es de la génération d'Amandine, le podcast. Tout à fait. Et comme je disais à Amandine, je pourrais être ta mère. C'est ça. Mais il y a quand même, et je me reconnais beaucoup en toi. Moi, très jeune, j'ai su que je voulais être entrepreneur. Ouais. Mais c'est pareil, je me disais, j'ai pas les compétences. Il y avait plein de choses qui me faisaient peur. Et même pour te dire, je pense que quand j'avais à peu près ton âge, oui, je pense que ça devait être 23, 24 ans, j'avais suivi une formation de créateur d'entreprise sur plusieurs mois. Et à la suite de cette formation, je me suis complètement débinée. Ok. Parce que ça me paraissait insurmontable. Mais vraiment, enfin, on avait eu des cours de tout, de compta, de marketing, de commerce, de tout. C'était vraiment comme ça, ouais, hyper complet. Moi, j'avais fait des études en ressources humaines, donc très très loin de l'entrepreneuriat. Oui. Et quand j'ai travaillé sur mon prévisionnel, et pourtant j'y croyais fort en ce projet, mais ça, je me suis laissée complètement démonter. J'ai dit non. Et en fait, je suis restée pendant très longtemps avec cette idée en tête que j'étais pas capable de le faire maintenant et que ça viendrait beaucoup plus tard. Et donc j'avais un parcours plutôt ressources humaines formation. J'ai fait une reconversion professionnelle, je suis rentrée dans la banque avec cette idée de me dire je vais monter en compétences sur l'entrepreneuriat entre guillemets puisque j'étais chargée d'affaires pro. Donc mon portefeuille de clients c'était que des chefs d'entreprise. Mais j'avais cette idée en tête en me disant de toute façon ça va apporter quelque chose. Je vais apprendre des choses et après j'aurai plus d'outils pour me lancer. Mais je gardais en tête que non, rappelle-toi quand t'as fait cette formation, tu t'es pas senti, c'était insurmontable, donc t'as pas du tout les compétences pour le faire. Moi, ce que je trouvais hyper intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu l'as quand même fait, mais après, tu l'as quand même lancé, et après, tu t'es dit, ok, mon entreprise va plus vite que moi, il faut que j'aille rechercher des compétences. Donc, c'est hyper intéressant, c'est signe d'une très grande maturité aussi. Bravo. J'aurais voulu avoir la même maturité que toi à mon époque. Mais non, bravo. Mais en tout cas, c'est marrant, ces parcours qui ont beaucoup de similitudes. Ça, on en retrouve. Et puis, je pense que chez tous les entrepreneurs, notamment les femmes entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, en tant que femme entrepreneur, je pense qu'on se met plus de freins et qu'on a plus de peur que les hommes entrepreneurs. Ça, pour le coup... Ça, tu l'as vu, par exemple, dans les gens que tu accompagnais? Complètement. Les peurs chez les femmes entrepreneurs et chez les hommes entrepreneurs étaient très différentes. Les femmes dénigraient un peu très souvent leurs compétences, se rabaisser en termes de compétences. J'ai des femmes qui ont fait du commerce pendant 10 ans et qui, derrière, me disaient « Ah, mais je suis pas sûre de pouvoir aller vendre mon produit. »
Chez les hommes, on trouvait pas vraiment ces peurs-là. Chez les hommes, c'était peut-être plus une peur de pas assumer le foyer financièrement, ou de pas que c'était aussi une histoire d'image, que ça réussisse pas et que derrière, d'un point de vue social, ils aient du mal à dire. C'est ça, ils aient du mal à dire aux gens autour d'eux qu'ils n'ont pas réussi. C'était plutôt ça les peurs chez les hommes. Et chez les femmes, oui, c'était vraiment cette histoire de j'ai pas assez de compétences, j'en suis pas capable. Donc c'est vrai que les parcours féminins dans l'entrepreneuriat, on retrouve souvent ces mêmes peurs de pas avoir assez de compétences, de pas être crédible. La crédibilité, hein. Le syndrome de l'imposteur. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de clients qui avaient ce syndrome-là de l'imposteur, en fait, de clientes surtout. Beaucoup moins. Ils avaient d'autres peurs, d'autres craintes, hein, qui sont légitimes aussi. Mais ce syndrome de l'imposteur et de l'impostrice, du coup, là, parce qu'on est sur des femmes surtout, et cette peur de ne pas réussir parce qu'on n'a pas assez de compétences, c'est très féminin. Et c'est vrai que c'est pour ça que des podcasts comme celui-ci, où c'est des femmes qui vont échanger autour de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment intéressant et que ça peut aider. Et je pense que c'est le but aussi de dire aux femmes, mais vous pouvez entreprendre, il faut arrêter d'avoir peur de pas manquer de manquer de compétences, de pas en avoir assez. Et de toute façon, on en manque de compétences. Je veux dire, on tous les jours. Tout. Mais complètement. Et c'est bien pour ça que je peux faire la pub de mon métier. Mais exactement. De consultante en stratégie. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compétences. Le tout, c'est de se faire accompagner et d'aller chercher les compétences qu'on n'a pas. Si on devait avoir toutes les compétences, on se perdrait même. On se perdrait, et puis peut-être qu'on s'ennuierait aussi, parce que si on a toutes les compétences, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se remettre en question. Moi, je pense que ce qui est le plus important chez les entrepreneurs, c'est vraiment d'avoir la capacité de se remettre en question. À partir de là, je pense que tout peut découler, que les compétences, ça s'acquiert, ou alors, justement, on fait appel à des professionnels qui peuvent nous accompagner, ou voilà, si les comptables existent, c'est pas pour rien, si les assistantes administratives existent, c'est pas pour rien. Je pense que c'est nécessaire de dire qu'il n'y a pas besoin de toutes les compétences, mais par contre, il faut savoir se remettre en question et dire, j'ai pas les compétences, donc je trouve des solutions, pas liées à ce manque de compétences. Ouais. Alors, la remise en question, c'est vrai, ce que tu dis, c'est très important, mais à raison gardée. Parce que moi, j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui se remettent trop en question et qui sont dans un perpétuel questionnement. Et ça, je pense que c'est lié à la prise de décision aussi. C'est-à-dire qu'il y a des techniques pour prendre des décisions et ne pas se dire je sais pas perpétuellement et se remettre en question perpétuellement, etc. Donc, il y a aussi des choses qu'il faut mettre en place pour tout simplement à un moment donné se dire ok, je réfléchis, ok, j'ai des doutes, mais à un moment il faut que je prenne une décision. Complètement, à un moment il faut passer à l'action aussi. Donc la remise en question c'est bien, mais comme tu dis, je pense qu'il faut des temps pour se mettre en question. Moi des fois j'essaye de faire un point à peu près tous les mois en me disant ok, qu'est-ce que j'ai réussi ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai pas réussi, pourquoi je l'ai pas réussi, qu'est-ce que je mets en place pour le réussir. Et j'essaye de pas trop m'angoisser au quotidien en me disant mais ça j'y arrive pas, et ça qu'est-ce que je fais. J'essaye d'être assez d'enchaîner un petit peu là-dessus, d'être assez pragmatique pour évoluer et pas être dans la sur-introspection ou dans l'overthinking, comme on dit, de trop penser à ce qui va se passer, à ce que je vais faire. Exactement, ouais. D'essayer de rationaliser un petit peu tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous ramène au tout premier podcast que j'ai enregistré avec Fanny. Fanny qui est instructrice en méditation de pleine conscience et qui accompagne aussi des entrepreneurs féminins et masculins. Et ça, c'est vrai que la méditation de pleine conscience, je l'ai connue l'année dernière, mais ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée dans mon quotidien déjà de femme, de maman et d'entrepreneur, parce qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et de se dire de toute façon ça je peux pas le contrôler, donc je respire, j'attends que ça passe, et puis ce que je peux contrôler, je mets des actions dessus. Et finalement cette méditation de pleine conscience, c'est aussi un outil, c'est un vrai outil. Et moi je l'ai découvert l'année dernière.
Alors je dis pas que j'aurais voulu le découvrir plus tôt, parce qu'encore une fois, faut pas être dans les regrets. Et je pense que vraiment plus tôt, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Voilà, exactement. Donc il faut découvrir les choses en temps et en heure. Il y a aussi une question de personne. Je dis aussi souvent que si ça avait pas été Fanny, peut-être que j'aurais pas accroché. De la même façon que moi j'accompagne des dirigeantes, bah il y en a peut-être ça accroche pas avec moi. Et surtout, faut pas forcer, quoi. Non, même si j'ai des compétences, il y a aussi un relationnel, et c'est beaucoup de relationnel, nos métiers, donc il faut changer, il faut essayer autre chose. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'outils pour pas se perdre et avoir un mindset. Alors voilà, c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est vrai, malgré tout. Non, mais ça, c'est sûr. Et puis, comme tu dis, tu t'es fait accompagner justement pour la méditation. Mais comment tu appelles ça ? Méditation de pleine conscience. Méditation de pleine conscience, j'avais pas le terme. Tu as été accompagné, tu as accepté l'accompagnement, et je pense que ça c'est important aussi quand on entreprend de se faire accompagner, que ça soit personnellement ou professionnellement. C'est important, je pense, d'accepter de se faire accompagner quand le moment est venu, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être seul pour avancer, il y a d'autres moments où on a besoin d'être accompagné ou d'être à plusieurs. Et ça, je pense que pour entreprendre, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et pareil, je vis pas trop dans les regrets de me dire ah mais j'aurais pu tout ça. Mais si je devais refaire mon parcours, peut-être la seule chose que je changerais un petit peu, c'est justement de me faire plus accompagner et peut-être de plus soigner mes propres angoisses, mes propres émotions, etc. Pas qu'elles soient amplifiées avec le fait d'entreprendre. Ça aussi qui... c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Hein. Ça, il faut en être conscient. Hein. C'est que sa boîte fonctionne. Enfin, de toute façon, une boîte, c'est pas linéaire. Non. Clairement, parce que le marché n'est pas linéaire, parce qu'on vit des crises, parce que on vit des crises extérieures et on vit des crises intérieures. Complètement. Donc, une société peut pas être linéaire. Et quand on est... alors moi, j'ai un tempérament hypersensible. C'est compliqué. Et moi, je vis tout. Le haut, je le vis à fond. Le bas, je le vis à fond. Donc, je peux être down, mais down de chez down. Et c'est avec la méditation de pleine conscience que j'arrive à... Je n'arriverai jamais à être lisse. Oui. Mais que j'essaye d'aplanir un peu mes émotions. Ouais. Donc, il faut pas non plus changer son tempérament, mais il faut se dire, bon, j'ai conscience de mon tempérament, il faut que je trouve des outils pour mieux le vivre. Mais c'est exactement, c'est vraiment ce que tu viens de dire, il faut avoir conscience de son tempérament. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'essayer d'être un peu, c'est dur, mais d'être objectif sur soi-même, ou en tout cas de se faire accompagner pour que les gens donnent leur avis extérieur aussi. Moi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de clients que j'accompagnais, où il y a des moments où j'étais presque psy, quoi. C'était, mais parce qu'ils en avaient besoin et que c'était important, en fait, que eux se développent pour développer leur entreprise. Bien sûr. Donc, est-ce que toi, dans ton parcours, t'as senti ce plafond de verre? Et à quel moment? Le moment où ça peut plus avancer, c'est ça que tu... Oui, il y a plein de moments où je l'ai senti. Mais là, tu vois, très récemment, ça c'est assez intéressant. Là, aujourd'hui, je suis avec toi, on fait un podcast. Il y a une semaine, je faisais un podcast à la radio. Là, j'évolue, je vois beaucoup de monde en ce moment. En août, je suis partie en vacances. Donc, je suis partie en vacances en pleine saison, ce qui est pas un choix forcément très intelligent, entre guillemets, financièrement, parce que en pleine saison, c'est là où ça rapporte plus d'argent. Mais j'en avais besoin parce que justement, j'étais arrivée à ce stade où c'était bloqué. En fait, je pouvais plus avancer parce que émotionnellement, j'y arrivais plus. J'étais perdue, j'arrivais plus à me fixer d'objectifs. J'avais même commencé à regarder des emplois salariés en me disant, j'abandonne, c'est trop en fait, c'est trop dur. Qu'est-ce qui te submergeait? De voir des gens. Parce que du coup, en janvier, quand j'ai arrêté mon emploi salarié, je venais de sortir de la période de Noël qui avait été une grosse période pour l'entreprise et qui avait pris un peu d'un coup. Donc, on avait eu des gros projets avec des gros clients, avec des gros chiffres d'affaires. Et en même temps, j'avais mon emploi salarié en 35 heures où j'accompagnais des gens toute la journée. Je voyais du monde tout le temps. C'était hyper intéressant. Donc ça, c'était hyper intéressant et je faisais que ça. Je faisais que travailler, que ce soit pour moi, pour les autres. Et en fait, arrivé en janvier...
Moi, janvier, février, c'est toujours mes périodes creuses. Donc, je le sais, dans l'événementiel, c'est toujours les périodes où il y a quasiment rien. Mais je suis arrivée en janvier où j'avais plus d'emploi salarié parce que j'avais arrêté. L'entreprise, c'était complètement en bas. Moi, j'avais eu des changements dans ma vie perso, etc. Et en fait, je me suis complètement renfermée sur moi et j'ai passé quasiment 2-3 mois à voir personne, à pas réussir à appeler des clients. Enfin, très difficile. Donc j'ai essayé de m'y remettre, mais c'était compliqué. J'avais vraiment cette angoisse de voir du monde, alors que 2 mois avant, je passais mes journées à faire des formations devant 15 personnes. Je parlais devant 15 personnes, j'avais aucune difficulté à ça. Et donc j'ai essayé de tenir tant bien que mal jusqu'à cet été. Et donc cet été, on est parti en vacances avec mon conjoint. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vacances, ni lui ni moi. Et je me suis dit, non, je peux pas, j'arriverai pas à reprendre, j'arriverai pas à m'y remettre, je cherche un emploi salarié, financièrement ça va être trop difficile. Donc ça a été une grosse angoisse et je me suis dit, je vais pas surmonter. Et en fait, c'est mon conjoint, parce qu'il faut écouter les avis extérieurs aussi, c'est mon conjoint qui m'a dit, mais, puisque actuellement je touche le chômage en supplément, donc je touche le chômage que quand l'entreprise fait pas des bons chiffres d'affaires. Donc c'est vraiment un filet de sécurité, j'en ai pas besoin tous les mois, loin de là. Et ça doit s'arrêter officiellement en février. On s'est repoussé constamment, mais officiellement c'est en février que ça s'arrête. Et mon conjoint m'a dit, mais laisse-toi jusqu'à décembre, où tu te donnes vraiment à fond pour que ça fonctionne. Tu donnes tout pour que tu aies aucun regret. Et si vraiment en décembre ça fonctionne pas, à ce moment-là tu trouveras quelque chose d'autre. Il me dit, parce que je sais, je te connais, je sais que tu t'épanouiras pas dans un emploi salarié. Et tu auras des regrets, complètement. Et donc ça a été un peu le déclic en rentrant de vacances, où je me suis dit, ok, bon, c'est 4 mois de ma vie où je me donne à fond et on voit si ça marche. Et en fait, en 2 semaines, ça a décollé comme je n'avais jamais vu l'entreprise décoller. Incroyable. Donc, c'est vrai que du coup, ça m'a donné d'un coup de la légitimité, de la crédibilité, l'envie de continuer, et j'ai réussi à briser un peu ce plafond de verre grâce à une prise de conscience, en fait. Donc oui, le plafond de verre, je l'ai connu. Là, c'est une fois, mais il y a eu plein d'autres fois où je me disais, mais je vais jamais réussir à évoluer plus que là. Je suis au max, je peux pas donner plus. Donc oui, il existe ce plafond de verre. Je pense qu'on y est confronté dans l'entrepreneuriat parfois, des fois souvent, des fois une fois dans tout son parcours. Mais l'important, c'est, je pense, d'essayer de le briser, ou alors de moins comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent bloqué ici et quel chemin on peut emprunter, soit pour le contourner, soit pour le briser et passer au-dessus. Ok. Et quand tu as lancé, qu'est-ce qui a été pour toi, je parle vraiment au lancement, qu'est-ce qui a été le plus difficile? En fait, au lancement donc de Animabox à l'époque, je pense que je me suis pas confrontée à de grosses difficultés parce que je prenais ça très à la légère. J'avais pas conscience de ce qu'était l'entrepreneuriat. Je m'en fichais un peu de savoir si ça allait marcher ou pas, parce que de toute façon je travaillais à côté, j'avais encore les études à ce moment-là. C'était plus une occupation en fait, en vrai. Donc j'ai pas eu trop de pression par rapport à ça. Non, je m'en suis pas trop mis. Et c'est plus après, quand je suis revenue dans le secteur, et puis là en janvier justement, quand l'entreprise a changé de nom, que là je m'en suis peut-être un petit peu plus mis de la pression, et où c'est peut-être ça mon vrai lancement en fait. Je pense qu'il y a eu un premier faux lancement avec Animabox, et que le vrai lancement ça a été au changement de nom, où en fait l'activité était la même, je faisais déjà la même chose, mais le fait de changer de nom, je pense que je partais inconsciemment sur quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être plus là où je me suis mis la pression et où j'ai eu plus de difficultés. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que le fait de changer juste le nom, parce que comme tu le dis, t'avais déjà changé le concept, mais juste le nom, finalement, ça t'a mis la pression et tu t'es dit, faut que ça marche, quoi. Ben, c'est ça. C'est une pression qui est arrivée d'un coup. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je pense que c'était vraiment de me dire, bon, Animabox, c'était mon activité étudiante, c'était rigolo, on a lancé avec les copains, c'était sympa. Maintenant, Maiju Party, c'est un peu ma vie d'adulte, en fait. Ça y est, c'est plus les études, c'est plus rigolo, on n'a plus la vingtaine, on fait plus Animabox à 4h du matin sur un bout de papier avec les copains. Là, on part sur une vraie entreprise. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Alors que c'est le même numéro SIRET, c'est le même site, c'est tout pareil, Ouais. Mais il y a un peu ce côté de
là, ça y est, on attaque la vraie vie. Et c'est là où tu t'es sentie... est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une perte de légitimité ? Une perte de légitimité, oui, complètement. J'arrivais plus à aller voir les gens pour des marchés, je me sentais pas... juste avant, je sortais d'un boulot de 1 an où j'accompagnais les gens pour leur expliquer comment faire du commerce, comment faire du marketing, le droit des entreprises, toute la partie administrative. Et là, en fait, je me retrouvais face à mon entreprise où je me disais tout ce que j'ai appris à des gens pendant 1 an, je suis pas capable de le faire, quoi. Donc oui, gros manque de légitimité, gros manque de... Je me dis, mais voilà, je suis pas capable de le faire, je vais retourner derrière mon bureau à accompagner des gens et moi, ça peut pas se réaliser pour moi, en fait. C'est hyper parlant ce que tu me dis parce que pour en revenir à mon parcours, donc moi, chargée d'affaires en banque avec la carte de visite BNP Paribas. Alors, j'ai toujours eu un problème de prospection. Moi, j'ai pas fait mes études en commerce, je faisais, comme je t'ai dit, RH formation, donc j'avais pas la prospection pour moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Mais quand même, chez BNP Paribas, j'ai une super manager, Oumou, si tu écoutes ce podcast, merci, qui m'a donné des compétences, qui m'a donné confiance en moi, et j'ai fini par savoir faire de la prospection. Bon, je pars de chez BNP Paribas, je crée mon entreprise, donc c'est ma carte de visite. En plus, j'en étais tellement fière, mais je te jure, c'était, j'étais chef d'entreprise, quoi. Et quand je dois aller faire ma prospection, et moi, il faut savoir que je prospectais des banquiers, donc les mêmes personnes que moi. Que tu côtoyais. Je sais que la banque, ça peut faire peur. Avant de rentrer dans la banque, tu sais, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Une agence, bon, t'as le bureau de ton conseiller, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais moi, je connaissais ça. C'était ton milieu. Ouais, c'était mon milieu. Je veux dire, je savais précisément comment était fait une agence bancaire, comment étaient prises les décisions, que faisaient les gens au quotidien, le matin, le midi, le soir. Oui, tu connaissais leur quotidien, tu savais comment ils travaillaient, tu savais tout. Je me garais devant l'agence bancaire que je devais prospecter, je pleurais. Mais là, je comprends totalement. Mais je te jure, je pleurais. C'était horrible. J'étais obligée de me mentaliser, tu sais. Allez, tu y vas. Je me suis dit, mais je suis folle. C'est pas possible. J'ai un problème psychologique. Mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Le fait que ce soit... Et c'est souvent d'ailleurs pour parler de mon entreprise que je dis on, alors que officiellement, moi j'ai des animateurs, mais officiellement je suis toute seule. Mais que je dis on, et parfois je dis que je suis chargée de développement dans l'entreprise. J'assume pas au début que c'est ma boîte, tu vois. Alors qu'avant ça, quand j'étais dans les études, j'étais commerciale. Donc tous les jours, je prenais ma bagnole et j'allais voir des clients que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève pour leur vendre un produit dont j'étais même pas convaincue. Et je vendais. Et j'adorais ça en plus. C'est fou, hein. Et là, en fait, quand c'est ton entreprise, mais impossible. Mais tu sais que moi, j'ai toujours pas compris d'où venait ce manque de légitimité parce que, en plus, on se dit vraiment, mais attends, maintenant que c'est ma boîte, trop bien, je vais faire les choses d'autant plus, ouais, c'est ça. Mais ça a été l'enfer. Vraiment, je me disais, mais c'est quoi le problème? Franchement, j'avais aucun produit à commercialiser, des produits chez BNP, et là, c'est ma boîte. Je peux pas le faire. Alors qu'en plus, ce que je fais, je sais qu'ils en ont besoin, puisque je connais parfaitement. C'est pas comme si j'arrivais dans un nouveau truc et que je savais pas et que je devais tout découvrir. Non, je sais ce que tu fais au quotidien, je t'apporte un service supplémentaire pour tes clients. C'est ça, et t'es convaincu de ton produit, puisque tu connais ton produit, donc tu te dis, mais je peux que aller le vendre, j'ai tous les arguments pour. Mais c'est ça. Je connais mon client, je connais mon produit. J'ai que ça à faire, en fait. Il suffit juste de passer la porte, d'ouvrir la porte, en fait. Ça. Et après, en plus, je sais pas si, une fois que t'as réussi à passer ce cap, si t'as réussi à le passer. Ouais, j'ai réussi, heureusement. Et est-ce qu'une fois que t'as passé ce cap, au premier rendez-vous, tu t'es dit, mais en fait... Ah non, mais j'y allais en cow-boy après. Mais c'est ça, genre tu te dis, mais... les pieds sur la table, bon, arrête de sortir ta salade. Et une fois que tu te dis, mais en fait, j'ai fait tout un sketch pendant des mois, à pleurer mais je l'ai fait ça aussi, à aller au rendez-vous en voiture, arriver devant la porte, non, demi-tour, je peux pas, impossible. Mais merci, tu me rassures. Mais moi aussi, ça me rassure, tu vois. Je suis folle. Et moi, ce qui a changé, ce qui a fait passer le cap, mais véridique, quand j'en ai... donc j'étais franchisée et dans la franchise ils nous avaient dit que c'était bien de faire une soirée de lancement. Ouais.
Bon, au début, je l'ai pas fait tout de suite, moi, la soirée de lancement, parce que faire une soirée de lancement quand tu connais personne, t'as aucun client, aucun prescripteur. Tu dis on va être 3 alors qu'il y aura plein de petits fours. Voilà. Donc je l'ai fait au bout de 6 mois, je pense. Et donc j'ai invité les premiers prescripteurs avec qui j'avais eu un bon relationnel, certains qui m'avaient... Mais l'activité avait pas décollé encore. Ouais. Vraiment, elle avait pas décollé, j'avais du mal à avoir des dossiers. Je l'ai fait chez BMW. J'ai été hyper bien accueillie, un truc de fou. Ça, je tiens à raconter cette histoire parce que il y a des gens qui sont là pour vous aider, quoi. J'ai présenté le projet à BMW en disant voilà qui je vais inviter, donc que des banquiers. Donc ils se sont dit bah attends, il y a peut-être un truc, nous les banquiers ils ont plein de clients pro, plein de clients, enfin voilà, donc bah on va ouais, OK, c'est cool pour nous, ça peut être aussi des prescripteurs pour nous. Et ils m'ont rien fait payer. Rien du tout. C'était hyper bien organisé. C'est là aussi où, tu vois, je me dis, ouais, derrière BMW, il y a quand même une équipe, tu vois. Parce que c'était hyper bien organisé. Quand je suis arrivée, il y avait un tapis rouge qui avait été déroulé. Et puis, tu sais, les poteaux, là, avec les petits cordeaux, là. Les petits cordeaux, là. Je suis arrivée, j'ai dit, waouh, cadeau, tout ça. Classe. Ah ouais. Je me disais, il y a un truc à Qui c'est qui passe après? Je fais la première partie de qui c'est. Donc, je suis arrivée là-bas, donc ça, c'était génial. Ils avaient mobilisé, si je dis pas de bêtises, 7 commerciaux pour la soirée, parce qu'il y avait des essais de voitures. Ouais. Donc, les essais de voitures, pareil, c'était hyper bien organisé, puisque comme il y avait de l'alcool, bah, les gens ne pouvaient pas faire l'essai de voiture s'ils avaient bu de l'alcool. Donc, ils avaient un petit bracelet pour s'identifier avant avoir bu de l'alcool ou pas. Donc, ça, ils m'ont vraiment super aidé sur l'organisation, parce que tout ça, moi, j'y avais pas du tout pensé, hein. Alcool, essai de voiture, enfin, donc, c'était la responsable marketing qui avait tout aiguillé. Moi, je m'étais chargée du traiteur, et j'avais eu 40 réponses positives, et au final, on était 18, je crois. Donc sur le coup, je me suis dit, ça va être dans la grande concession, ça va être nul. Enfin, j'étais stressée, je me suis dit, franchement, il y a personne. Je vais être ridicule. Et puis en fait, tant pis. Il faut pas se focaliser là-dessus, il faut se focaliser sur les gens qui sont venus. Et donc de là, je fais mon discours. Alors la chance que j'ai, c'est que je suis bonne à l'oral. J'ai pas peur de prendre la parole. Donc je fais mon discours. Je remercie tout le monde, etc. Et à la fin de mon discours, j'ai 2 directeurs d'agences bancaires qui viennent m'apporter des dossiers. Et le même soir. Et je me dis, waouh. Et bon, ok, je prends les dossiers, super, machin et tout. Tout le monde vient me féliciter, ouais, c'est super. Bon, en plus, ils avaient essayé des voitures de... Oui, sympa. C'était sympa. C'était cool. Super et tout. Merci beaucoup. Le lendemain, je me pose un peu et tout, je me dis, c'était quand même bien cette soirée, hein, il y a une bonne ambiance, c'était cool, j'ai bien aimé, j'ai kiffé. Et là, il y a eu quelque chose. Mon téléphone a commencé à sonner. La semaine d'après, mon téléphone a commencé à sonner. Je suis repartie en prospection, et quand j'arrivais dans les agences, les gens me disaient, ah, c'est vous qui avez fait la soirée BMW? Ah ben si on avait su, on serait venus. Légitimité d'un coup. Ah ouais, et là, je me suis dit, non. Donc les gens, ils ont parlé de ma soirée. C'est ça. Là, t'as un an, là, ça y est. Ça y est. Tu vois, j'étais la soirée, c'est déclic, quoi. Et là, c'est bon. Là, c'était parti. C'était lancé, ouais, ça a été lancé. Le téléphone a commencé à sonner. Ouais, j'ai un dossier pour vous, j'ai un dossier pour vous. Ça, c'est hyper bien. Et je me dis, mais j'aurais dû faire cette soirée plus tôt. Mais tout arrive en temps. Ouais, non, mais complètement. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Si je l'avais fait plus tôt, peut-être il y aurait eu moins de personnes, j'aurais été moins bonne à l'oral, je sais pas. Et donc, il faut chercher, enfin, moi, je comprends tout à fait ce manque de légitimité puisque je l'ai vécu. Et en plus, à chaque fois que j'ai lancé une nouvelle, une nouvelle activité, parce que j'en ai fait plusieurs, des activités, j'ai eu plusieurs domaines d'activité, ben, j'ai gardé ça en tête. Et là, ce magasin dans lequel on est, on a fait une soirée tout de suite. Ouais. Quasiment tout de suite. Parce que je suis associée avec mon mari. Mon mari était déjà entrepreneur, mais dans un tout autre domaine. Je lui ai dit, attention, même si on a déjà tous les deux été entrepreneurs, on n'a jamais géré ce type d'activité. On va perdre en légitimité, on va perdre en confiance. Il faut qu'on fasse une soirée tout de suite et que tout de suite, on se dise, c'est nous les patrons ici. Ouais. Donc ça, c'est hyper important, je pense.
Et maintenant, je le ferai, mais systématiquement, quoi. Mais tu vois, ça me fait rire parce que au 1 an de Animabox à l'époque, j'avais dit, j'organise l'anniversaire. J'avais pas fait de soirée de lancement ni rien parce que c'était lancé un peu sans se lancer. Enfin, j'avais dit, j'organise l'anniversaire, mais 1 an. Et au final, moi, j'ai toujours ce problème de tête dans le guidon. J'ai rien de, enfin, j'arrive pas à m'organiser, à me projeter parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, voir un peu plus loin, c'est encore plus compliqué. Donc, les 1 an, j'ai pas pu les faire. Donc, j'avais dit, on va faire les 1 an et demi. C'est bien, on va les faire. Pareil, pas le temps. Et là, on a fêté les 3 ans de Maïdou Party, du coup, en mai. Toujours pas d'anniversaire. Ah non, il faut le faire. Donc là, je me dis que maintenant que ça y est, j'ai des clients en plus, que je commence à me faire connaître sur mon secteur, etc. Je fais que me dire, j'ai en tête depuis les 3 ans d'ailleurs, de me dire, mais cette soirée de lancement, là, ça fait 3 ans, c'est pas pour fêter les 10 ans qu'il va falloir que je la fasse. Et c'est vrai que là, que tu m'en parles en plus et que tu me dises, mais si c'était à refaire, je le referais directement. Je me dis, ouais, ça, c'est un truc que j'ai loupé et qu'il faut que je le fasse. Ah ouais, mais de toute façon, c'est pas trop tard, mais vraiment, moi, je t'encourage à le faire. Et après, tu m'appelleras et tu me diras si ça a changé quelque chose ou pas. Mais je t'assure que, en tout cas, pour moi, ça a changé quand on a fait le lancement ici. Tout de suite, c'est pareil, ça te donne, même si t'invites tes amis, parce que ici c'est pareil, on n'avait pas beaucoup de clients, hein, on l'a fait au bout d'un mois, on a ouvert, on a fait la soirée au bout d'un mois. Oui, t'invites les voisins et tout ça. Voilà, on a invité tous les commerçants du coin, on a nos amis, nos familles, pour que ça fasse aussi un peu de monde, etc. De prendre la parole, de dire, ok, maintenant, ici c'est mon business, ça te pose en fait, ça t'ancre et ça te dit, voilà, maintenant de toute façon tu l'as dit devant tout le monde. Oui, il n'y a plus le choix, quoi. Il n'y a plus le choix. Il faut y aller. On a fait les 6 mois. Ouais. Est-ce qu'on a les 2 ans, ça va être là, donc on va faire un truc. Ok. Là, on va bientôt faire les 2 ans. Donc on a fait le lancement, 6 mois, 1 an, et on va faire les 2 ans. Et de toute façon, les événements aussi, enfin t'es dans l'événementiel, donc je vais rien t'apprendre, mais je trouve que les événements, ça permet aussi toujours de se dire, de se remettre aussi un petit peu dans son rôle. Et de remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, de rassurer ceux qui nous ont pas encore fait confiance, de voir que en fait t'as vu, à chaque fois que je fais des événements, il y a quand même du monde qui vient. Mais c'est ça, c'est le principe aussi de la vie client, quoi. C'est que en fait c'est comme sur internet quand tu as des avis clients, sauf que là les clients sont là, donc va leur parler en fait, va leur dire que ça s'est bien passé, qu'ils sont contents, que c'est vrai que ça c'est hyper important. Et comme tu dis, je pense que ça te remet au centre un petit peu ton activité, quoi. Ça te recentre. Voilà. Et puis tu prends aussi un shot de confiance. Parce que t'as eu tout, t'as pensé à ton organisation, à ton événement, ce que tu voulais faire. Après, il y a des gens qui n'aiment pas créer des événements, mais ça, encore une fois, ils peuvent se faire accompagner. Moi, j'adore ça, donc j'ai toujours un milliard d'idées, etc. Mais ok, t'as pensé à ton truc. Et une fois que t'es dedans, t'as l'adrénaline de ton événement, tu vas dans tous les sens et tout ça. Et quand c'est fini et que tout redescend, tu fais le bilan et tu te dis, est-ce que j'ai vu des gens souriants? Est-ce que moi je me suis amusée? Est-ce que potentiellement il y a eu des retombées? Pour les 6 mois, il y a eu une vente le jour, le soir, là, ici, là, où on est posé là, on a signé, on commande juste avant on a lancé la soirée, les gens rentraient, et paf, on était en train de signer un bon de commande. Donc tu vois, il y a ça aussi. Et donc tu vois, tu repars et ça te met en place, ça te remet en place en fait dans ton activité. C'est ça. Parce que toute l'année tu vogues un petit peu, tu virevoltes dans ton activité à droite, à gauche parce qu'il y a plein de choses à faire. Et là, c'est vraiment le moment de l'année où tu te remets au centre de soi, où tu te rappelles pourquoi t'as fait tout ça aussi, et tu vois vraiment que il y a des gens qui sont là, qui te suivent, il y a des gens qui sont là d'une année sur l'autre aussi. Donc c'est vrai que je pense que ça c'est hyper important, tu vois, mais faut prendre le temps de mettre ces événements-là en place. Et ça fait partie de ta position de chef d'entreprise aussi, de pouvoir t'imposer ce temps à prendre pour mettre en place des événements pour toi et ton entreprise, quoi. Toi avec ton entreprise. Ouais. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et oui, et je pense que ça aide aussi à après se donner de la légitimité. Moi, pour revenir là, sur le démarchage, sur le fait d'aller voir les clients, moi, mon déclic, alors c'est très bête, mais ça a été le premier déclic que j'ai eu avant ces vacances-là avec mon conjoint. On s'est une dernière ligne droite, et après je laisse tomber. Ça a été, j'ai vu une psy du coup à ce moment-là où j'ai vu que ça faisait 2 mois que je n'étais pas sortie de chez moi, que j'avais parlé à personne. Je dis bon,
allez, on se reprend en main, on va aller voir quelqu'un, on va se faire aider. Je suis très ok avec le fait de me faire aider. Donc j'ai vu une psy qui était, j'ai pris la première qui venait, elle était un peu fumée en vrai, elle était très gentille mais un peu timbrée. Et je lui parle de ce problème, que j'arrive pas à sortir de chez moi pour aller démarcher, que voilà, professionnellement ça devient compliqué. Et elle m'a dit, je viens avec vous. Je dis quoi? Attends, je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, vous me donnez votre prochain rendez-vous client, je viens avec vous. Je dis, mais vous êtes malade ou quoi? Je vais pas dire, excusez-moi, il y a ma psy au rendez-vous. Elle dit, non, vous dites que je suis stagiaire, collaboratrice, je viens avec vous. Génial! Et en fait, du coup, elle est pas venue avec moi parce que je me suis dit, je vais pas ramener, elle a son petit chien en plus avec elle tout le temps. Et je me suis dit, je vais pas ramener cette personne un petit peu timbrée à mon rendez-vous. Elle était super gentille, mais donc j'ai dit y a pas le choix en fait, sinon elle va m'obliger à venir en fait. Après elle m'a dit premier rendez-vous je viens avec vous, deuxième rendez-vous je viens vous chercher et je vous laisse devant la porte. Mais elle a pas d'autres patients. Mais je sais pas ce qu'elle fait d'autre, mais elle voulait venir à mon rendez-vous quoi. Et elle me dit troisième rendez-vous, vous m'appelez en FaceTime, vous me montrez que vous rentrez et tout. Je dis, mais vous êtes malade. Donc hyper gentil, trop bien hein. Et du coup je sais pas si c'est sa technique de me faire peur pour que j'aille tout seul ou si elle voulait vraiment venir avec moi. En tout cas ça marche. Au final je me suis dit bon allez, j'y vais tout seul, je vais pas y aller main dans la main avec ma psy. Mais ce déclic vraiment non, mais c'est improbable. C'est improbable. Non mais merci que j'ai lancé ce podcast, mon Dieu. Tu vois la technique de fou quand même. Je n'aurais jamais. Alors là tu veux si j'étais pas prête. Et quand j'ai raconté ça aux gens, tout le monde avait ta réaction. Genre, quoi? Et après mort de rire en me disant mais timbrée folle, mais trop bien, trop sympa par contre. Très bonne idée. Impliquée, voilà, c'est le terme. Ou alors peut-être qu'elle voulait voir comment fonctionne ton business en disant attends peut-être potentiellement je peux m'associer. Après je pense qu'elle aimait beaucoup mon business aussi et que peut-être qu'elle s'ennuyait dans son cabinet avec son chien aussi à un moment qu'elle voulait sortir un peu. Mais en tout cas elle voulait venir au rendez-vous. En tout cas ça marchait puisque visiblement et après je me suis mis. Donc c'est vrai que des déclics ça peut tomber de partout, ça peut être n'importe quoi un déclic en fait. Non, c'est vrai. Non, mais vraiment, en plus, ce que tu dis, c'est vrai. Ça peut tomber de partout. Et en plus, je pense qu'il y a toujours un déclic. Oui. Il y a toujours un déclic. Pour en revenir à mon activité, donc, quand je faisais de la prospection, j'étais nulle, j'étais mauvaise. Les mecs, ils me disaient, non, mais c'est bon, on a déjà un partenaire. Ok. Non, mais c'est bon, moi, j'ai pas ces clients-là. C'est faux. Enfin, je veux dire, j'ai fait ton boulot, je sais que t'as ces clients-là. Et moi, je disais, ah bon, d'accord, bon, merci, au revoir, hein. Enfin, non, mais, la Sylvie, chef d'entreprise, a rien à voir avec la Sylvie chargée d'affaires. Mais j'étais une requin chargée d'affaires. Là, j'étais un petit poisson rouge perdu dans son bocal, dans un océan. C'est ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, il y a un mec, un jour, qui me dit, mais, t'attends quoi, en fait, de crever la dalle? T'attends de plus pouvoir payer tes factures. Dis, mais il y a personne qui va payer tes factures. Donc, le mec, il te dit, je dis, oui, mais tu dis quoi quand il te dit qu'il a déjà un partenaire? Tu vois, j'ai pas de réponse à ça. Ouais, il me dit, tu lui dis, ok, ouais, mais moi aussi, j'ai déjà une banque. Et vos clients aussi, ils ont déjà une banque. Comment vous faites alors, du coup, quand ils vous disent qu'ils ont déjà une banque? Testez-moi. Testez-moi une fois. Qu'est-ce que ça vous coûte? Une fois. Oui, c'est ça. Et c'est à moi de faire en sorte que vous ayez plus envie d'aller chez l'autre partenaire. Ça, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, c'est un peu gros. Je l'ai fait. Mot pour mot. J'ai un rendez-vous la semaine qui suit. Le mec me dit exactement ça. J'ai un partenaire déjà. Et là, je me débine pas, je lui dis, moi, j'ai déjà une banque aussi. Et vos clients, ils ont dit, tout le monde a déjà une banque. Je dis, testez-moi. Le mec, il me dit, comment ça? Je dis, testez-moi. Qu'est-ce que, allez, essayez, on a rien à perdre. Je dis, au pire, hein, c'est nul et puis vous restez avec votre partenaire. Et au mieux, moi, je fais tout ce qu'il faut pour que vous ayez pas envie de travailler avec quelqu'un d'autre que moi. Et le mec, il me dit, allez, banco, c'est bon, le prochain dossier, c'est pour vous. Mais moi, c'est ce que je disais à mes clients, c'est, dans l'entrepreneuriat, c'est le culot. Il faut y aller au culot, des fois, Et puis, moi, c'est ce que je disais à mes clients et c'est ce que je me dis, au pire, il se passe quoi? Au pire, même si le gars, mais c'est ça, au pire, il me dit non, mais je passe la porte, il m'a déjà oublié, et puis je vais toquer à la porte suivante. Mais au pire, qu'est-ce qui se passe? Et au mieux, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu fais la balance, tu dis, ouais, bon, allez, j'y vais, et puis je les rentre dedans, et puis je vais vendre mon truc, quoi. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, au pire, c'était ma responsable, justement, chez Ben Paribas, qui m'a dit, mais qu'est-ce que, pour qui tu manges? Mais c'est ça, ils vont faire quoi?
Mais moi, des fois, je sortais à des situations à mes clients et je leur disais des trucs un peu quoi, qui te mangent, t'as peur qu'ils viennent chez toi toquer à ta porte pour dire que ton produit est nul, t'as peur de quoi, en fait? J'ai une animatrice réseau aussi qui avait l'expression, elle se reconnaîtra parce que je sais qu'elle écoute le podcast, qui disait, t'as peur qu'il te fasse un deuxième trou. Mais exactement. Non, mais complètement. Moi, je disais à mes clients, vous avez peur qu'ils vous volent votre femme? C'est un peu le truc, genre, vas-y, quoi, au pire, tu prends un nom, Mais ouais, c'est fou, hein. Je pense qu'on y passe. Alors, comme tu disais, les femmes, souvent, on a ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité. Donc, c'est important de savoir que ça nous arrive à toutes. Quel que soit le secteur d'activité, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre expérience passée. Mais complètement. Et c'est pour ça aussi que pour moi, ce podcast, il est hyper important. Que j'ai envie qu'on se parle vrai et qu'on arrête de penser que parce que ça, je l'ai pensé comme tout le monde. Ah ouais, regarde cette nana, et sa boîte, elle cartonne, elle fait du chiffre. Ouais, mais t'inquiète pas que dans sa tête, là, c'est la même chose que toi. Mais exactement. Et il y a plein de podcasts, parce que j'écoute des podcasts d'entrepreneuriat, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs. T'écoutes parce que tu dis t'évolues et tout. Mais en fait, la plupart des podcasts que j'écoute, c'est oui, alors il faut faire ça, ça, ça. Moi, j'ai réussi. Moi, nana, moi, je fais tant de chiffre d'affaires. Et en fait, tu dis ouais, elle est trop forte. Moi, j'en suis pas capable. Ouais. Donc en fait, il faut des podcasts aussi où tu dis non, moi j'ai galéré, j'ai pleuré des soirées entières, je me suis pris la tête avec mon conjoint, il y a eu plein de trucs forcément où ça n'a pas été facile en fait, tu te remets en question, pour moi, tu te retrouves chez ta mère à pleurer en lui disant ouais mais je vais jamais y arriver. Oui, ça c'est arrivé plein de fois, j'ai passé des journées entières chez moi devant la télé, à me dire je vais oublier l'entreprise, je veux pas y penser parce que tu y penses tout le temps et que ça t'angoisse. Il y a toutes ces parties-là, en fait, et ça fait partie de l'entrepreneuriat, et ça fait partie de ton parcours, et c'est comme ça que t'évolues aussi, quoi. Mais il faut arrêter de rendre l'entrepreneuriat trop beau. Alors, c'est trop bien, et j'ai vécu plein de choses géniales grâce à l'entrepreneuriat, mais mes plus grosses difficultés, mes plus grosses angoisses, ça a aussi été l'entrepreneuriat. Mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, par contre, parce que ça t'offre des choses aussi que le monde salarié t'offrira pas, quoi. Exactement. Et alors, tout le monde n'est pas capable, je pense, d'être entrepreneur. Et non, il y en a c'est sûr. Qui essayent et puis qui reviennent au salariat et c'est pas un échec, c'est pas un échec et tant mieux et il faut que tout le monde soit épanoui. Mais c'est vrai que quand moi aussi et encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai repris des boulots salariés à un moment donné et encore aujourd'hui, des fois je me dis l'année dernière, j'ai un bon ami qui est banquier et qui est tout le temps. C'est vrai quand je pense à mon banquier là. Ouais. Et voilà, il a sa petite vie tranquille, il part en vacances, il voyage, moi je suis passionnée de voyage aussi. Et tu vois, je regardais ça l'année dernière et je me disais putain mais moi ça fait combien de temps que j'ai pas voyagé parce qu'on a lancé cette activité, que moi aussi j'ai lancé l'autre activité de conseil. Donc tu sais qu'au lancement, non, tu vas prospecter, tu vas chercher du client et tu vas tout donner pour que ça prenne et tes vacances ce sera plus tard. Mais en fait, je me dis, mais là, je peux plus, quoi. Et je me suis dit, vas-y, retourne dans la banque, prends tes 9 semaines. Mais c'est ça, hein. Et sauf qu'au moment où t'es là à refaire ton CV, tu dis, ça va durer 6 mois. 6 mois! Au bout de 6 mois, je vais te dire, je peux plus. Mais pas ça, ma vie. Mais moi, c'est exact. Tous mes proches, ils m'ont dit, quand je leur ai dit, je reprends l'emploi salarié, je fais mon CV, j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont dit, mais Léa, combien de fois tu l'as fait déjà? Ok, t'as trouvé des tafs qui te plaisaient sur le coup. C'était bien, mais tu prends que des CDD, histoire d'apprendre des trucs. Après, tu te barres avec ce que t'as appris. En fait, c'est pas... Donc, moi, aujourd'hui, je pourrais retourner dans le... Plus tard, peut-être pas tout de suite, mais je sais pas, dans 1 an, 2 ans, je pourrais redevenir salarié pour apprendre de nouvelles choses. Mais 6 mois, 1 an, max. Je me vois pas... Et encore, alors j'ai pas de boule de cristal, mais franchement, Léa, je pense que dans 6 mois, t'auras pas le même discours. C'est possible. Dans 1 an, alors, en fonction de comment évolue ta boîte. Ouais, c'est ça. Mais si les objectifs que tu t'es fixés sont atteints. Oui, après, si je peux ne jamais retourner dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plein de choses dans le salariat. Pas dans l'entrepreneuriat, ça je vais y rester. Mais non, il y a plein de choses dans le salariat où moi je m'épanouissais pas du tout. Enfin, j'espère rester dans l'entrepreneuriat, mais... Et puis au-delà de pas s'épanouir,
moi, j'étais pas malheureuse chez BNP quand je suis partie. Bon, il y avait des difficultés, mais comme il y en a partout. Oui. Mais j'étais pas malheureuse, mais ça m'a appelée. Et surtout, les montagnes russes qui sont très difficiles pour moi en tant que personne hypersensible. Bon, je les vis très mal, mais à côté de ça, l'entrepreneuriat m'apporte des choses et je me dis, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et j'ai eu une conversation avec ma belle-sœur il y a 3 semaines où on discute et puis elle me dit, t'as fait quoi hier? Donc je pense qu'on devait être un samedi ou un truc comme ça. Je dis, bah j'ai bossé. Elle me dit, oh ouais, et toi, tu bosses tout le temps et tout. Je dis, bah, en fait, j'ai pas l'impression de bosser tout le temps. Je bosse quand il faut que je bosse. Donc là, c'était un samedi, j'avais pris 2 jours pour installer ma fille, etc. Donc jeudi, vendredi, j'avais pas bossé. Ouais. Du coup, j'ai bossé le samedi. Et la discussion qu'on a eue, c'est que je lui dis, mais je sais pas faire autrement. Je peux pas bosser du lundi au vendredi, comme toi. Elle me dit, ouais, je comprends, mais moi, je peux pas faire comme toi. Moi, ma vie, elle est réglée comme ça du lundi au vendredi, le week-end. Je dis, moi, tu vois, ça fait tellement longtemps que je suis plus dans ce truc-là, que pour moi, bosser un samedi ou un dimanche, c'est pas bosser sur un temps de repos. Parce que mon temps de repos, je le décide, entre guillemets. Mais c'est ça. Donc, si il faut que mon temps de repos, ce soit le mercredi, parce que le mercredi, j'ai remarqué que le mercredi, j'étais extrêmement fatiguée. Oui. Donc, souvent, je vais essayer de pas faire des grosses journées le mercredi. Parce que j'essaye maintenant aussi de caler mon rythme le rythme de mon corps, tout ça, par rapport au boulot. Et donc, j'essaie de pas faire des grosses journées le mercredi. Et s'il faut que je bosse le samedi, ou dimanche, là, c'est chiant quand t'as une famille, mais donc j'essaye aussi quand même, mais c'est pas du boulot, quoi. Oui, moi je comprends, t'as un côté où tu dis, ouais, mais là je bosse pas, là je suis juste en train de faire des visuels, tu sais, il y a des tâches que t'aimes plus que d'autres, et des fois, moi c'est le soir devant la télé avec mon conjoint où je suis un peu sur l'ordi, sur mon téléphone, en train de faire 2-3 trucs. Alors lui, il comprend pas, il me dit, mais lâche ton téléphone. Ouais, lui, il est salarié. Et il me dit, mais lâche ton téléphone. Je dis, non, mais j'aime bien, parce que là, c'est une activité que j'aime bien tout de suite maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc où, on n'a pas tout le temps l'impression de bosser, mais du coup, c'est là qu'est la difficulté aussi. C'est qu'il faut aussi trouver des moments, tu vois, où tu coupes un peu, parce que il y a la vie de famille. Toi, ton mari ou conjoint, il est dans l'entrepreneuriat, donc il connaît peut-être un peu plus, il comprend peut-être un peu plus. Ouais, mais lui, il aime bien couper. Hein. Voilà, c'est ça, mais il y a rien à pas du tout le même tempérament là-dessus. Hein. Lui, comme c'est un jour de repos, c'est un jour de repos. Alors, s'il y a une urgence, il va la faire. Oui, bien sûr. Mais lui, il voudrait qu'on coupe. Ouais. Alors que moi, ça me dérange pas de pas couper. Mais moi, j'aime bien, c'est mon occupation, ouais, quoi. C'est mon hobby. J'aime bien. Alors, je te dis pas que je ferais de la compta le dimanche, par exemple, mais faire un truc qui me plaît plus, c'est ça. C'est quand on fait tellement de choses aussi que, enfin, moi, des fois, créer des animations, ou des fois, tu sais, j'ai des supports à faire en bois, à peindre, des trucs comme ça. Moi, le faire le week-end sur les temps de repos, je me dis, c'est cool, c'est une activité sympa, bien, on fait de la peinture, quoi. C'est sympa. Mais c'est vrai que, ouais, quand t'es entrepreneur, tu vois, ton banquier, quand il part en vacances, il est pas en train de penser à ses clients, nanana, et un tel qui a demandé un prix. En vacances, il est au soleil, il s'en fout. Nous, ça, on sait qu'on pourra jamais, alors on essaye, hein, mais et puis il y a des idées qui nous viennent, c'est le principe de l'entrepreneur aussi, c'est de dire, je devrais peut-être faire ça, et tu te balades dans un magasin, c'est trop bien, je prends une photo pour garder l'idée, enfin, nos cerveaux s'arrêtent jamais, et c'est vrai que c'est là où ça peut être une difficulté pour certains, ou en tout cas pour les personnes qui vivent avec nous, de pas comprendre forcément ce truc où en tant qu'entrepreneur, tu coupes jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des salariés, il y a des entrepreneurs, et que les entrepreneurs pourraient pas forcément être salariés, les salariés pourraient pas forcément être entrepreneurs. Et c'est important de savoir, oui, je pense qu'il y a quand même un équilibre, surtout quand tu commences à avoir une famille. Ouais. Il y a un équilibre vie pro, vie perso. Donc moi, je sais que j'ai mis en place, par exemple, j'ai 2 téléphones. Ça aussi. Voilà, c'est indiscutable. Et par exemple, mon mari, au début, n'en avait qu'un. Et je lui ai dit non. Parce qu'en fait, quand il regardait son téléphone, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, parce que je pensais que c'était quoi. Il me dit, non, c'est un message des copains. Et je lui dis, franchement, prends 2 téléphones. Prends 2 téléphones, comme ça, à 19h,
le pro, il est coupé. Tu l'éteins, c'est ça. Mais vraiment, ça, c'est une règle que je me suis mis. Avant, je pouvais regarder mes messages à 22, 23. Non, ça, c'est fini. À 19h, mon téléphone pro est coupé. Et puis, le dimanche, il est coupé. Et j'ai demandé à mon mari de faire pareil. Parce que lui qui veut couper, par exemple, par contre, regardez quand même ses messages, et les clients, ils t'envoient des messages des fois le dimanche, etc. Donc, il regardait quand même. Et je dis non, par contre, moi, je veux pas. Je veux pas avoir des messages quand on est en famille. Donc, il est passé à 2 téléphones et finalement, même lui, je pense qu'il est content d'avoir. Ouais, c'est mieux. Hein. Mais là, tu vois, récemment, depuis que l'activité vraiment démarre, le téléphone, forcément, il fait que sonner. Ça sonne tout le temps. Et ça fait, 1 mois que j'ai le téléphone pro, vraiment, que j'ai dissocié les deux. Et en fait, on revit parce qu'il y avait des soirées où le téléphone, il sonnait tout le temps. Vous avez reçu une notification, vous avez reçu un mail, non. Et on regardait la télé, et puis moi, mon téléphone n'est jamais en silencieux, il est tout le temps au moins en vibreur. Ça vibrait. Et il y a un moment, c'est pas possible. Ouais, en fait, tu te dis, c'est quoi, c'est pro, c'est perso, tu sais plus. Mais complètement, oui. Et dès que t'es sur ton téléphone pour du perso, en fait, t'as les messages pro qui arrivent, donc t'oublies le perso aussi, parce que je suis en train de répondre à ma mère, mais j'ai un message client. Je vais d'abord répondre au message client. En fait, t'oublies le perso aussi, quoi. Donc, c'est vrai que là, ces petits outils-là, comme le téléphone pour couper, ça aide, hein. Et puis après, tu vois, on parle aussi qu'on bosse tout le temps, tout ça, mais comme tu disais, tu vois, t'as pu prendre ton jeudi, vendredi pour aller installer ta fille. C'est aussi, dans l'entrepreneuriat, une chance qu'on a, entre guillemets, quand il y a quelque chose à faire autre que le boulot, tu peux te dire, je bosserai samedi, dimanche, et là, je prends mon jeudi, vendredi, parce que j'ai autre chose à faire de perso. Ça, moi, c'est là où je me retrouve dans l'entrepreneuriat et où j'aime bien, parce que il y a des moments où tu dis, là, tout de suite, maintenant, ce matin, j'ai autre chose à faire, et ben je le fais, et puis je bosserai ce soir, tant pis. C'est surtout respecter son cycle. Enfin, j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié le fait de respecter mon je sais pas comment on appelle ça en fait, mais tu vois, par exemple, moi je suis très 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 productive le matin tôt. Ouais. Et je me lève naturellement tôt, je mets même plus de réveil. Oui. Donc je me lève naturellement tôt, je bosse beaucoup le matin. Par contre, l'après-midi entre 14 et 15 heures, moi c'est chaud. Mais quand t'es salarié, t'as pas le choix. Tu vas pas aller taper ta sieste. Non, c'est ça, tu peux pas. Entre 14 et 15 heures, tu peux pas. Et moi, j'essaie vraiment maintenant de respecter peut-être parce que j'ai 43 ans, peut-être. Ah non, pareil, hein, franchement, moi, tu vois, le matin, c'est plus le moment où je vais faire mon sport, où j'aime bien aller le matin, je me lève vers 6 heures, parce que mon conjoint se lève tôt, je promène le chien, et puis après, j'aime bien aller faire mon sport à ce moment-là, tôt le matin, et après, je me sens fraîche pour commencer, donc des fois, je commence à 10-11 heures. Mais ça me dérange pas, en fait. Et il y a des journées où je fais des journées de 5 heures, et je suis claquée, même après ces journées de 5 heures, parce que c'était une longue journée, pro-perso, et je culpabilise pas, parce que c'est une journée où j'ai besoin de plus de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, etc. Et il y a d'autres journées où je vais bosser 10 heures d'affilée, voire même plus, je bosse 12 heures d'affilée, parce que je suis prête, je suis reposée, c'est mon moment, et ça, c'est vrai que tu ne retrouves pas dans le salariat, tu fais ton 8h, 17h, peu importe comment tu te sens, peu importe quelle période t'en es, si tu te sens fatigué, pas fatigué, si t'as tes règles, pas tes règles. Voilà, exactement. Voilà. C'est aussi pour ça que je parle de l'entrepreneuriat féminin. Messieurs, c'est pas qu'on vous aime pas et que l'entrepreneuriat masculin n'est pas quelque chose d'important, mais c'est juste que on a quand même aussi nos particularités, c'est ça. Et voilà. Ça joue de fou. Ça joue de fou. Moi, avant tes règles, pendant tes règles, après tes règles. Ah, mais complètement. Et moi, je sais que pendant mes périodes de règles, je pourrais pas aller bosser, en fait. Et tu perds tes jours, t'es pas payé parce que tu peux pas. Et ben là, je suis chez moi. Alors, ces jours-là, c'est canapé, ordinateur, bouillotte, et puis je fais les trucs sur l'ordi qui ne demandent pas trop de concentration. Mais c'est une libération pour moi de pouvoir m'y adapter, en fait. Parce qu'il y a des femmes qui le vivent mal. Moi, je fais partie de ces femmes. Et le fait de pouvoir m'y adapter, mais je reviendrai pas dans le salariat à la limite que pour ça, quoi. Non, mais c'est vrai que ça, c'est... Et encore que, je sais pas si toi, t'as de l'endométriose ou des choses comme ça, mais pour celles qui ont... Moi, j'ai des règles douloureuses, et puis... Enfin, pas trop, mais ça, je sens que ça joue sur mon tempérament, sur ma productivité, ma créativité, mon irritabilité. Complètement. Et ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mais là, vraiment, c'est sûr. C'est indéniable. Mais pour celles qui ont vraiment des règles hyper douloureuses à rester couchées et tout, je me dis, comment elles font? Ah, mais complètement. Moi, c'est assez récent que j'ai vraiment des règles douloureuses. Je suis en train de faire des examens de endométriose et compagnie. Avant, ça s'était pas déclenché, c'est assez récent.
je me dis, mais si j'avais un boulot salarié, non, comment je pourrais faire, en fait? Parce que ça, ils le prennent pas du tout en compte. Mais moi, je ne pourrais pas aller bosser comme ça, en fait. Impossible. Je peux même pas prendre la bagnole. C'est pas jouable, quoi. Donc, c'est vrai que il y a une certaine liberté dans l'entrepreneuriat, pour moi, qui est celle-ci en partie, où tu peux t'adapter à toi, à ton cycle, à tes humeurs, à comment tu te sens, quoi, et juste t'écouter un peu plus que dans ce milieu salarial. Là, t'as pas le choix, en fait. Tu t'écoutes pas, que ce soit pour les règles ou pour tout le reste, Oui, bien sûr. T'as pas le choix d'aller bosser aux heures où on dit d'aller bosser, peu importe comment tu te sens, peu importe si t'es productif, pas productif. Effectivement, il y en a, ils commencent à 10h, alors qu'en fait, ils sont plus productifs à partir de 7h. Mais, on te dit qu'il faut aller bosser à 10h. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça, dans l'entrepreneuriat, c'est un des avantages aussi. Alors, Léa, on s'approche de la fin de ce podcast. Ça passe vite. Ça passe vite, mais ça fait un moment déjà qu'on discute. Ouais. Je te remercie pour cette conversation passionnante. Je suis vraiment très contente. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Léa et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à My Ju Party? C'est bien de le dissocier déjà, je trouve. J'essaye de me dissocier un peu de l'entreprise, même si on a tendance à faire qu'un. À My Ju Party, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? De continuer de se développer comme ça. Parce que là, pour le moment, on est sur la bonne voie et on peut espérer que ça continue et que ça se pérennise dans cette voie-là. De continuer d'évoluer d'ailleurs de façon positive. Et puis, on peut souhaiter que bientôt My Ju Party ne soit plus une micro-entreprise, mais une société. Ce serait bien. Et on peut souhaiter qu'on fête les 4 ans. Et ouais, tu vas faire un super événement. Et j'espère que je serai mais carrément. Ah ben oui, complètement. Donc ça, c'est ce qu'on peut souhaiter à My Ju Party. Et puis, Léa, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense de continuer sur cette voie de l'épanouissement dans l'entrepreneuriat. Ouais. De continuer de me sentir légitime dans ce que je fais. Et puis, à l'aise et en phase avec ce que je fais. Et puis de continuer de rencontrer des personnes comme toi qui permettent d'évoluer, qui permettent d'échanger, de déculpabiliser, de continuer de créer un réseau positif et puis qui nous pousse vers le haut. Bon, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je souhaite à My Ju Party que je vais suivre de très près parce qu'en plus j'ai une petite Juliette. Alors oui, il faut dire aussi que My Ju, donc ça s'écrit MYJU. Et c'est My Juliette, en fait, tu m'as expliqué ça. Bon, ma petite fille s'appelle Juliette. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est quand même un petit signe. C'est clair. Donc, non, c'est très rigolo. Donc, je vais suivre de très très près My Ju Party. Je te souhaite que des succès. Et puis, on reste en contact. Complètement. Et c'est tout ce que je souhaite aussi à ton podcast. Hyper intéressant et on est très bien reçus dans un endroit très chaleureux. Et puis, c'est ce que je souhaite à toi aussi, de continuer d'être en phase avec ce que tu fais parce que je pense que c'est l'essentiel. Merci Léa. Merci à toi. À bientôt. Bientôt. Tu vois, c'est pour ça que j'ai lancé Possible. Je suis sûre qu'à un moment, tu t'es dit « Ah mais ouais, tellement ». J'adore ces moments où on se dit « Ok, je suis pas seule à vivre ça, je suis pas folle ». Chaque parcours qu'on partage ici est une preuve de plus que c'est possible. Si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, fais tourner. Et si tu veux filer un coup de pouce au podcast, tu connais, abonne-toi, note, commente. Et à dans 2 semaines.